Cette présentation, elle est intitulée Archéologie du fleuve Garonne et du territoire, étudier et valoriser pour protéger les patrimoines de l'eau en milieu torrentiel. Donc, je me présente rapidement. Donc, Anne-Lyne François, je suis docteur en archéologie médiévale et moderne. Je suis également scaphandrier professionnel, donc c'est le diplôme pour pouvoir travailler légalement sous les eaux. Et je suis depuis 6 mois rattachée au bureau d'études EVA, qui est un bureau d'études en archéologie, études archéologiques et valorisation, au service plongée et aussi au service fouille en milieu confiné. Donc ça c'est autre chose, mais ça nous rejoint un petit peu, ça reste dans l'eau, hein, ce sont les puits, à l'agence de Toulouse. Donc voilà, donc, pas trop loin quand même. Et puis Clément, je te laisse. Bonjour à tous, donc Clément Venco, alors certains me connaissent ici. Donc moi je suis archéologue sédimentaire, comme on dit, par opposition à l'archéologie subaquatique. Je suis rattaché au laboratoire de Toulouse, du coup laboratoire Trace, et je mène mes recherches sur des questions de dynamique de peuplement, de dynamique territoriale sur le temps long, c'est-à-dire de la proto-histoire jusqu'à en général plutôt la fin du Moyen-Âge, mais voire même sur des périodes plus récentes. Dans les Pyrénées garonnaises, on va dire, dans le sud du Comminges au sens large, et les Pyrénées centrales d'une manière un peu plus générale. Voilà. Donc on va vous faire un petit point sur un peu le déroulé de notre présentation, parce qu'on va vous présenter plusieurs projets, plusieurs recherches qui découlent les unes des autres et qui sont intégrées. Mais c'est comme ça qu'on réussit à être là parmi vous aujourd'hui. Donc ça a commencé à partir de 2014-2015 avec nos débuts de thèse, donc nos recherches à Clément et à moi-même, on ne se connaissait pas encore. Donc c'est une recherche de thèse, pour moi ça a duré 5 ans, j'ai soutenu fin 2021 et Clément soutient très prochainement, c'est une question de mois. Voilà. Donc en fait, ces recherches de thèse ont fait que sur le même territoire, donc moi j'ai travaillé sur la Garonne entre les Pyrénées centrales, entre Fos et Caser, qui est une zone très particulière puisque c'est une zone qui est dédiée à la navigation par flottage, par radeau. Et j'ai travaillé sur l'aménagement de la Garonne pour rendre ce fleuve navigable, donc flottable. À ce moment-là, j'ai croisé Clément à la fac, je crois, je sais plus. Enfin, on s'est rencontrés, puis après on s'est trouvés sur le terrain et on a commencé nos recherches ensemble. On a croisé nos données, bien sûr, et ça a donné lieu, du coup, à la mise en place de ce qu'on appelle un projet collectif de recherche, donc un PCR. Oui, maintenant on a d'autres termes. Un PCR, ça ne signifie pas forcément projet collectif de recherche pour tout le monde, qu'on a nommé Origine, donc on va vous le présenter un peu après, et qui est un collectif de chercheurs. Donc on a une quarantaine de chercheurs qui se sont rejoints sur la Garonne du cours supérieur, donc entre les Pyrénées centrales cette fois-ci et Toulouse, pour travailler ensemble sur plusieurs dynamiques, notamment les dynamiques d'anthropisation, donc d'occupation du fond de vallée en relation avec le fleuve. Cela a donné évidemment suite à des formations, donc des formations universitaires bien sûr pour former nos futurs étudiants et nos futurs chercheurs, mais également pour former les plongeurs, puisque comme je vous le disais précédemment, il faut être scaphandrier professionnel, donc pouvoir plonger de façon, voilà, avec, c'est tout plein de procédures à respecter, mais on est obligé d'être scaphandrier. Et ça a donné lieu, donc très récemment, cette année en fait, à la mise en place de plusieurs projets participatifs et territoriaux, dans ce qu'on appelle, alors je suis désolée, il y a beaucoup d'acronymes, hein, donc le PSC Garonne, c'est le projet scientifique et culturel Garonne, qui est sur votre territoire et qui regroupe, on va vous le présenter, avec plusieurs partenaires, notamment des collectivités territoriales. Donc on est très en lien avec eux et puis très en lien aussi avec les différentes communes de notre qui bordent le fleuve Garonne et ses affluents. Donc comme je vous le disais précédemment, donc c'est parti de 2 thèses en archéologie fluviale et une thèse en archéologie donc sédimentaire sur les dynamiques d'occupation. Personnellement, j'ai travaillé donc sur l'espace fluvial entre Fos et Caser, et donc ça va entre le XVIe et le XIXe siècle. Le XVIe, parce qu'à ce moment-là, on commence à avoir les premières mentions textuelles, donc en archives, sur le flottage et l'aménagement du fleuve, bien sûr, enfin Garonne, mais on a aussi des mentions beaucoup plus antérieures, à partir du XIIIe siècle, où on sait que déjà il y avait des radeaux qui descendaient des Pyrénées jusqu'à Toulouse. Mais pour avoir vraiment une visite complète de rivière, donc avec un détail et une description complète de la rivière, c'est qu'à partir, en tout cas pour l'instant, qu'à partir du XVIe qu'on a retrouvé ces visites-là. Le XIXe, pourquoi? Parce que c'est l'arrivée du chemin de fer, donc la disparition progressive du flottage. Et donc, voilà, je me suis bornée à ça, à cette période-là.
Et donc moi, en complément, enfin en parallèle plutôt de ces recherches-là, donc moi j'ai engagé à partir de 2016, du coup, une recherche de doctorat sur, vous le voyez, là c'est en gros les Pyrénées-Garonnaises de Saint-Béat à Saint-Gaudens. Comme je vous l'ai dit, sur des questions de dynamique de peuplement, l'idée étant sur un territoire qui est finalement très peu documenté, en dehors, pour faire simple, de l'agglomération de Saint-Bertrand, d'essayer de comprendre l'évolution de la structuration du peuplement, les différentes modalités d'implantation des habitats tout au long de ces périodes qui sont par ailleurs assez différentes, que ce soit la protohistoire, l'Antiquité ou le Moyen-Âge, et puis d'essayer évidemment d'avoir une approche, parce que vous connaissez tous ce territoire. On est sur un territoire qui est contrasté, il y a des secteurs qui sont plus des secteurs de montagne, des secteurs qui sont plus de piémont, des secteurs comme la plaine de rivière qui sont finalement des grandes plaines alluviales. Donc d'essayer de comprendre les liens qui pouvaient exister entre ces dynamiques de peuplement, ces modalités d'implantation de l'habitat, et puis les contraintes topographiques, et accessoirement les contraintes liées au fleuve, à son intérêt d'une certaine manière, mais aussi à son aspect répulsif par certains points sur lesquels je vais revenir, et essayer de voir comment les sociétés humaines finalement ont essayé de gérer ou de composer avec cet élément fleuve, cet élément cours d'eau, sur une durée là pour le coup qui va en gros de moins 1000 jusqu'à 1500 de notre ère. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu ce qu'on entend par espace fluvial et qu'est-ce que ça concerne, et après les méthodes, les enjeux, etc. Donc quand on parle d'espace fluvial, on va parler de territoire de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'archéologie de la rivière aménagée. Donc c'est tout ce qui va être canaux, ponts, gués, moulins, etc. Donc ça va prendre en archéologie plusieurs formes. On va avoir, donc on est dans une zone qui est donc une zone naturelle, qui est un espace donc très fragile, hein, qui est protégé, mais qui est aussi mis en danger par plusieurs facteurs qui peuvent être naturels. Donc ça va être les érosions, ça va être donc les incisions. Quand il va y avoir un peu trop de débit, on va avoir le fond de la rivière qui va s'inciser. Donc ça va provoquer aussi des affouillements par rapport aux différents sites, différents aménagements. On va avoir aussi du coup des réajustements par rapport du fleuve par rapport en fait à ces incisions. Et évidemment l'impact humain, anthropique, donc ça va être les travaux, les arasements, les dérasements de seuils ou de ponts, des obstacles qu'on va considérer à un moment comme des obstacles et qu'on va devoir araser, ou alors des aménagements qu'on va devoir reconstruire parce qu'on va en avoir à nouveau besoin, ou on va reconstruire au même endroit mais avec des fonctions différentes. Donc il faut savoir aussi qu'on est sur une zone qui est un peu particulière, on a les rivières, on a les fleuves. Ce sont des domaines ce sont des zones qui sont soit du domaine, qui sont domaniaux, donc qui sont publics, soit qui sont privés. Donc ça, c'est vraiment aussi un des droits d'eau, etc., qu'il faut aussi avoir en tête. Et donc actuellement, surtout dans notre société actuelle, il y a des forts enjeux autour de ces cours d'eau, puisqu'on est là aujourd'hui, hein, c'est le festival quand même du climat lié à l'eau. Donc des enjeux évidemment écologiques, environnementaux et patrimoniaux. Donc tout ça, généralement, ces trois enjeux, il faut que nous, en tant qu'archéologues, on les prenne en compte parce qu'ils sont très importants pour pouvoir aussi voir un peu l'espace fluvial dans son entier. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Là, on va voir donc les canaux et les vannes donc de tous nos moulins. Donc ça va rentrer dans le territoire de l'eau. Il faut le prendre en compte. Ça va aussi avoir un impact sur la rivière et sur ses formes d'exploitation et de navigation. On va avoir donc les points de franchissement. Là, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est la pile antique et médiévale de Saint-Martory. Donc on va avoir le pont moderne derrière, mais on va avoir aussi les anciens vestiges des anciens points de franchissement. On allait regarder un petit peu en plongée. Et là, vous ne reconnaissez peut-être pas si vous descendez pas la Garonne ou vous la remontez, mais c'est à Chaumes. C'est un point de franchissement entre Chaumes et Esténos, un point de franchissement qui, à partir du 19e, qui a été beaucoup reconstruit et beaucoup remanié. Donc on va le voir un peu plus loin, mais là par exemple, je vous ai mis un seuil entre Martreau-Lausanne et Moran. Ça, c'est un site archéologique qui pour nous est très significatif. Pour vous, ça peut paraître être des pieux, juste, ou alors des arbres qui auraient été... juste des arbres qui poussent au milieu de la Garonne et puis qui sont morts. Mais en fait, nous, ça, c'est un site archéologique. Donc là, on va y revenir puisque ça va être un des exemples, mais on a plus de 400 pieux, donc plus de 400 éléments de fondation du rasier, du seuil qui était lié à un des moulins.
Au niveau de la méthodologie des sources, je vais passer un peu rapidement dessus. Donc dans le cadre de ma thèse, puis même de façon générale, quand on aborde un cours d'eau, il faut faire référence à plusieurs sources. Donc ça va être évidemment les documents écrits, donc textuels, donc beaucoup d'heures en archives, voilà. Beaucoup de dépouillements, beaucoup de numérisation, c'est assez long. Évidemment aussi toute une étude planimétrique et cartographique. Donc ça va pouvoir nous renseigner sur les différentes, on va le voir un petit peu après, il y a un exemple, mais les différents ajustements du cours d'eau par rapport aux différentes constructions anthropiques, donc de l'homme. Et évidemment, bien sûr, les sources archéologiques. Donc ça va être toutes les prospections, toutes les campagnes de prospection, c'est-à-dire qu'on descend la rivière, on la remonte. Dans notre cas, on la descend parce que la remonte est plus compliquée en milieu torrentiel. Il faut être un peu plus sportif. Donc ça va être soit à pied, soit vous allez voir équipé quand même comme un plongeur, soit en plongée, donc là avec des bouteilles. Et comme on est en milieu torrentiel, avec évidemment tout un système de sécurité assez procédurier, assez lourd, pour pouvoir assurer tous les plongeurs. Donc là, si vous voulez, on a une ligne de vie au milieu, on a 2 opérateurs qui sont faits dans le courant, donc qui peuvent pas remonter, hein, donc qui se font porter aussi par le courant, mais qui sont rattachés à la ligne de vie, et un plongeur en sécurité qui est rattaché à une autre ligne de vie, bien sûr indépendante, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc qui est paré en fait pour intervenir s'il y a quoi que ce soit, si le plongeur se retrouve en difficulté ou s'il est coincé. Quand on parle d'espace fluvial, il faut aussi, et ça j'en avais discuté avec l'une d'entre vous, il faut aussi voir le fleuve dans ces 3 dimensions de l'espace, c'est-à-dire sa fonction amont-aval, longitudinale, aussi rive gauche, rive droite, donc en largeur, et aussi au niveau vertical, donc la nappe phréatique et puis le cours d'eau, la surface de l'eau. Donc ça, il faut tout prendre en compte, puisque comme ça va caractériser notre espace fluvial et donc notre hydrosystème et donc la façon de l'exploiter et de l'aménager. Quand on étudie le fleuve, on fait référence à, on va travailler sur ce qu'on appelle l'anthroposystème. Donc ça va être la coévolution, l'évolution simultanée des installations anthropiques humaines et des réponses de l'environnement. Donc par exemple, je vous ai pris un exemple là, c'est un moulin, très simple. Un moulin, on construit en bord d'eau, on va construire un barrage, on va construire des canaux, ça va avoir un impact sur l'environnement et l'environnement va répondre. Alors soit on va avoir ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative, c'est-à-dire qu'il va y avoir un équilibre qui va se créer entre le milieu naturel et puis la construction en elle-même. Donc l'environnement va fluctuer, va bouger, mais nous on va se réadapter. Donc on va avoir, donc je vous ai mis un peu, voilà, c'est une boucle en fait qui va se rééquilibrer. Donc on est vraiment sur un rééquilibrage. Même si on modifie l'environnement, on trouve toujours un équilibre. Par contre, on peut rencontrer ce qu'on appelle une boucle de rétroaction du coup positive, qui peut aboutir à une crise environnementale. C'est généralement, donc c'est multifactoriel, hein, c'est quand on a des surexploitations des milieux, on va voir comme maintenant des changements climatiques assez ce qu'on appelle extrêmes, une augmentation démographique, etc. Donc on va dire des surexploitations en général. On va avoir évidemment une érosion des sols, perméabilité diminuée, donc je t'ai tout écrit, écoulement plus important, glissement de terrain, destruction, modification des tracés fluviaux et inondations. Donc on peut avoir des méandres, donc des coudes de rivières qui vont complètement changer, donc une autre orientation de la rivière, un autre tracé. Et donc soit on essaye de rééquilibrer, mais du coup via une surexploitation, on recommence, du coup ça surenchérit, soit du coup ça peut amener à une migration des populations. Et c'est ça qu'on voulait mettre en évidence en essayant de travailler ensemble, Clément et moi, puisque Clément travaille sur les dynamiques d'occupation, sur le temps long. Donc des fois il va y avoir des zones qui ont été à un moment donné occupées et qui ne le sont plus actuellement ou qui ne le sont plus dans les périodes postérieures. Et on veut savoir pourquoi, est-ce que c'est lié au fleuve ou pas ? Est-ce que finalement, le fleuve, en ayant un tracé qui était différent, les populations ont décidé de migrer et d'abandonner leur occupation ou pas ? Voilà, c'est des questions qu'on essaie de se poser, qu'on essaie de trouver la réponse. Alors, quand on parle de sites archéologiques, ça peut prendre plusieurs formes. Juste avant, je vous ai montré une forêt de pieux. Donc, généralement, on retrouve ça. Mais après, ça peut prendre d'autres formes. Donc là, ce que vous avez ici, c'est une conséquence d'un aménagement. Donc, c'est une anse d'érosion. C'est-à-dire qu'en fait, on est à Fos. Fos était la zone où on arrêtait les grumes qui venaient du Val d'Aran pour soit en faire des radeaux, soit les charger sur des radeaux. Donc c'est là aussi on assemblait les radeaux. Donc juste en aval de cette anse d'érosion, on avait une drôme, une estacade, enfin il y a plein de termes vernaculaires, pour définir cet aménagement, ce barrage, en fait, mobile, flottant ou pas, qui venait arrêter les bois perdus, les bûches perdues. On les ramenait après sur la berge.
Là, en fait, on a une conséquence, c'est-à-dire que c'est une érosion, donc c'est une incision. C'est-à-dire que comme on a mis un obstacle, ça a incisé en amont. Et on le voit toujours dans le paysage actuel. Et ça, on peut le voir et on peut le comprendre que si aussi on a fait toute l'étude archivistique avant. Parce que du coup, ouais, on a la trace. On peut avoir d'autres formes de... On va s'intéresser à ça, bien sûr, ça va être tous les outils qui sont en lien avec l'activité. Là, c'était le flottage, donc les radeaux. Notamment cet élément-là qu'on va retrouver un peu au bord de tous les cours d'eau qui ont été flottés par radeau. C'est un croc de radelier, donc ça servait à tirer les bûches ou à les piquer, bien sûr, et ça c'est vraiment l'outil emblématique. Donc peut-être que chez vous, vous en avez, voilà, c'est juste un petit appel au cas où. On peut avoir d'autres formes de sites, on va avoir des sites de naufrage. Donc là en fait vous voyez pas très bien j'imagine, mais il y a à peu près une dizaine de pierres taillées qui sont au fond de la rivière. C'est au niveau de. Je me dis peut-être Caser, je crois. Par là, Palamini. Caser, Palamini, c'est par là. Oui, Palamini, oui, c'est entre les. Bref. Et donc là, on est dans une zone, effectivement, on a beaucoup d'incisions, on va avoir aussi beaucoup de seuils naturels. Et donc, une zone qui, effectivement, peut être naufrageuse. Et effectivement, donc là, on a retrouvé 6 ou 7 blocs taillés qui sont issus d'un naufrage et qui n'ont pas pu récupérer. On va avoir aussi d'autres signes, mais ça c'est aussi classique, c'est comme en archéologie sédimentaire, les négatifs de ces fameux pieux. Bah, des fois ils ont été affouillés, ils sont partis. Là vous avez le substrat, donc le sol géologique. Donc en dessous on n'a plus de couche anthropique, donc l'homme n'est pas allé en dessous. Par contre on a le négatif du pieu. Donc ça nous indique effectivement qu'il y avait une construction à un moment. Depuis 2017, on a fait plusieurs campagnes de prospection, avec notamment l'association Archéo-Garonne, que vous avez peut-être déjà croisé au bord de la rivière, du fleuve. Et depuis 2017, on a inventorié 80 sites fluviaux, donc tout confondu. Mais on a 80 depuis Fos, sachant que dans cette zone-là, la plaine de rivière, on l'a pas encore très bien prospecté, mais entre Fos, on va dire, et Montrégeau, et entre l'Estelle et Caser, on en a 80. Donc tout à l'heure, je vous parlais du seuil de Martretot-Lausanne et de Moran, donc cette forêt de pieux. Donc on a en fait topographié, donc pris avec les coordonnées GPS, on en a 437 visibles. Ça veut dire que là, on n'est qu'en prospection, on n'a pas fouillé, on n'est pas descendu en dessous des strates. Donc on en a 437 accessibles aussi, parce que des fois on en a vu, comme vous voyez, ça peut être très torrentiel. Des fois inaccessible même pour les plongeurs, ça devenait trop dangereux. Donc là, on est sur une construction vraiment typique d'ici. Donc en fait, on va avoir une architecture qu'on va dire vernaculaire qui va être adaptée à notre fleuve torrentiel. Bien sûr, comme il y a beaucoup d'affouillements, on a beaucoup de crues aussi qui vont venir détruire aussi pas mal d'aménagements. On va évidemment adopter la meilleure des architectures possibles pour pouvoir résister. Même si tous les ans, dans les archives on les retrouve, il y a forcément des réfections, donc des réparations à faire. Mais ça va être minime par rapport à l'aménagement en lui-même. Donc ce qu'on a ici, c'est qu'on retrouve généralement, ça va être tout un assemblage, un radier, donc une fondation qui va être dure, donc vraiment une fondation on peut construire dessus, qui va être faite en caissons, donc ça veut dire des pieux, des madriers, qui sont assemblés par tenons mortaise, voire clavettes, pour pouvoir verrouiller le tout. Donc là c'était en plongée, vous voyez ici, c'est encore en place. Et généralement on va mettre des couches de moellons, donc de pierre, on va mettre une couche de fascinage, de fascine, on a observé pour la première fois il y a quelques années, et après on va remettre des cailloux par-dessus. Donc ça va vraiment nous faire une assise qui est, qu'on va dire, dure pour pouvoir asseoir vraiment notre fondation. Sur ce site-là, on a fait 30 prélèvements en dendrochronologie. Donc, je ne sais pas si vous êtes très familier avec cette technique-là, mais la dendrochronologie, c'est la datation des cernes des bois, enfin la datation via les cernes des arbres. Donc là, on a fait 30, sachant que sur les 30, on a pu en dater que entre 25 et 29, parce que aussi on a un petit souci aussi dans le sud-ouest, c'est qu'on n'a pas de courbe de référence dendrochronologique, c'est-à-dire que normalement on a une courbe moyenne, et quand on sort des courbes de nos sites, donc nos bois, on va les comparer avec cette courbe de référence. Sauf que ici, on l'a pas encore, elle est en cours de construction. Donc on va avoir des datations qui vont être relatives, bien sûr, mais on va déjà avoir une petite idée de la période. Pour ce site-là, on a une occupation d'environ 600 ans. Alors généralement, on peut se poser des questions, est-ce que c'est du remploi, c'est pas du remploi? Ceci dit, quand on voit que
En rouge, c'est les datations les plus anciennes. C'est vraiment au centre du fleuve et au milieu de la construction, il y a quand même peu de chances pour qu'ils soient allés réparer au milieu de la construction. Donc là, on a une occupation à partir du XIIIe, du XIIe, XIIIe siècle. Tout à l'heure, je vous parlais des plans. Donc là, on a eu la chance d'avoir deux plans qui ont quelques années d'écart. Il y a le premier en haut, qui est conservé aux archives nationales. Il date de 1755 et le second est conservé aux archives départementales du Gers et date de 1763. Donc ils ont l'air similaires. Donc l'un, évidemment, est la copie de l'autre, mais pour la partie figurative. Mais sinon, il y a des différences et c'est ça qui nous intéresse. Donc quand on parle d'espace fluvial, comme je vous disais, donc c'est amont-aval, ça va être rive gauche, rive droite. Donc évidemment, il va y avoir des combinaisons d'équipements. Quand on va construire un aménagement en amont, bien sûr qu'il va avoir un impact en aval. Donc il va falloir construire un autre aménagement en aval, mais qui corresponde à la dynamique de fluvial qui a été générée par le premier aménagement. Donc c'est une combinaison d'équipements. Ici, c'est donc à Palamini, entre Palamini et Caser. Vous avez, alors vous ne voyez pas très bien, j'imagine, parce que c'est un tout petit. Vous avez la succession de deux digues, par exemple, donc, qui sont construites pour amener, donc c'est des digues liées au canal d'amener du moulin, des deux moulins d'ailleurs, je crois, de Palamini qui est ici. Alors là, vous voyez en plus, même si vous connaissez un petit peu la zone, on n'a plus du tout le même fleuve. Là, on a plein d'îles alluviales, alors que maintenant, on n'a plus qu'un grand fleuve rectiligne, quasiment rectiligne, mais on n'a plus du tout la même chose. Donc là, on va avoir deux digues successives. Une première, d'ailleurs, qu'ils ont appelée vieille digue, mais qu'ils ont quand même gardé, et ils ont construit une digue juste en amont. Alors, il faut savoir généralement que quand on construit, comme je vous disais, un aménagement, on va construire un radier de fondation solide, et on ne va pas s'amuser à reconstruire un autre radier plus loin ou à proximité, parce qu'on va généralement le réutiliser. C'est une fondation qui est sûre. Donc soit on la réutilise pour la même chose, donc là par exemple la digue est détruite, on va faire une restauration, donc on va reconstruire la même digue, soit on se dit bon non, là on veut un point de franchissement, là on veut un autre type d'aménagement fluvial, mais on va réutiliser la fondation. Ici on a deux fondations, du coup, enfin deux constructions, une ancienne et une plus récente. La question est de savoir mais pourquoi est-ce qu'ils ont finalement pas détruit, ils n'ont pas reconstruit sur l'ancienne ou alors ils l'ont pas détruit. Il faut voir aussi en détail ici que là, vous avez ce qu'ils appellent, alors il faut me croire sur parole, vieille Garonne. Donc là, on a un bras, en fait, un bras de la Garonne qui commence à se sédimenter. Donc qui commence à se combler progressivement. Mais est-ce que du coup ce n'est pas une conséquence de la construction des deux digues en amont? Ça c'est une question. Et justement, c'est une des questions pour lesquelles on va essayer de répondre avec d'autres collègues qui sont géomorphologues et qui vont eux étudier le moment où ce bras a été comblé. Est-ce que c'est en lien avec cette construction anthropique? Ce qui est différent sur ces deux plans, c'est l'érosion qu'on va avoir au niveau du village de Palamini. En fait, on va avoir aussi, alors c'est pareil, c'était un coup de chance de retrouver les textes qui étaient liés à ces plans-là, mais le village, en fait, il y a une érosion progressive au niveau du village. Évidemment, on veut sauvegarder le village, donc on va essayer de construire des aménagements pour dévier le cours d'eau, en tout cas le plus gros de l'eau. Donc ils vont construire ce qu'ils appellent une langue de serpent. Donc on a essayé de la trouver, on ne l'a pas trouvée, je ne sais pas. On n'a pas encore fait la vérification archéologique, je ne peux pas vous dire s'ils l'ont fait réellement ou pas. Mais on va construire cet aménagement-là pour diviser en fait le cours d'eau en deux et pour que le plus gros de l'eau aille en fait rejoigne le bras principal de la Garonne. Mais du coup ça veut dire, comme vous voyez ici, qu'on va déplacer le point de franchissement, on va déplacer le bac. Donc là aussi à chaque fois c'est une combinaison. Si on construit quelque chose, ça a un impact. Donc à ce moment-là, on se réadapte. Je vais passer très rapidement dessus, mais parce que c'est quand même assez important. Donc on a un cours d'eau qui est, un fleuve qui est torrentiel. On va avoir donc des périodes, des saisonnalités très importantes qui vont contraindre la navigation. Donc dans cette zone-là, entre les Pyrénées centrales et Caser, on ne peut pas naviguer autrement qu'avec une navigation particulière qui est en radeau, puisqu'il y en a très très peu de tirants d'eau. Donc c'est la seule navigation possible et généralement c'est la navigation des têtes de bassin hydrographiques, là où toute autre navigation est impossible. Donc à gauche, vous avez un radeau de bois de chauffe qui arrive à Paris, donc dans le Morvan, et à droite, vous avez un radeau qui descend sur les gaves de l'Adour. Donc vous voyez que déjà architecturalement, au niveau architecture navale, on a deux radeaux complètement différents. On va avoir aussi deux façons de naviguer complètement différentes.
Et bien sûr, chaque embarcation, et c'est pareil pour les bateaux, chaque bateau est adapté à sa zone de circulation, à son hydrosystème sur lequel il se déplace. Et je vous ai mis juste le radeau de Mathieu du Béarn, parce qu'en fait, les Commingeois, au XVIIIe siècle, sont allés en Béarn pour apprendre aux Béarnais à construire ces radeaux et à naviguer en radeau. Donc en fait, nous, on va avoir des radeaux qui sont relativement similaires à ceux des Béarnais. Et évidemment, donc hydrosystème similaire dit aussi donc navigation similaire. Donc il a fallu aller voir un petit peu ce que faisaient les voisins au-delà des frontières. Donc aller juste de l'autre côté du versant des Pyrénées, aller voir les Espagnols. Donc là, vous avez un radeau aragonais, mais c'est pareil pour les radeaux catalans, c'est pareil pour les radeaux navarrais. On va avoir, vous avez vu donc des mêmes similitudes au niveau de l'architecture navale. Et moi, ça m'a aidé en fait à mettre en évidence certains points déterminants pour reconnaître un radeau, nos radeaux de Garonne, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que normalement, en archéologie subaquatique, on part de l'objet archéologique, qui est l'épave de radeau, l'épave de bateau, pour pouvoir comprendre en fait, l'objet et donc comprendre son environnement dans lequel il circulait. Là, c'est différent. Comme on n'a pas d'épave de radeau, puisque le radeau en lui-même est la marchandise, il est constitué des bois qui vont servir à construire les charpentes, à brûler, etc., ben on se retrouve sans l'objet archéologique. Donc déjà, c'était compliqué, il fallait voir ça autrement, en fait, le sujet autrement. Donc il fallait voir finalement le sujet, l'objet archéologique, sous sa forme finale, qui est finalement les charpentes. Donc ça, c'est sa destination finale. Donc là, j'ai beaucoup parlé avec les archéodendrochronologues, les archéos du bâti aussi, ceux qui étudient les façades des bâtiments, mais aussi les charpentes. Et on est allé ensemble en 2019, parce que ça s'est présenté comme ça, mais faire une étude du bâti des charpentes de l'hôpital de la Grave à Toulouse. Donc c'était vraiment basé sur en plus les bois de sapin, donc on savait que déjà ça provenait des montagnes, déjà c'était le premier critère, pour pas se tromper. Et on est allé un peu voir ce qui se passait. Et en fait, au niveau des similitudes avec les radeaux catalans, enfin les radeaux espagnols, on va dire, ou même ceux de la Durance, on va avoir c'est les mêmes hydrosystèmes, les mêmes cours d'eau torrentiels, donc on va avoir des similitudes. On va avoir par exemple l'avant ou l'arrière de ces radeaux qui vont être biseautés, donc ils appellent bec de flûte au Béarn, mais ça permet aux radeaux de pouvoir mieux glisser sur les bancs de gravier. Donc, nos bancs de gravier de Garonne, ça leur permettait de pas s'échouer systématiquement. On va avoir aussi des trous traversants que vous voyez là, qui vont servir en fait à assujettir l'ensemble. Donc là, on a un barillet qui va venir être posé transversalement, et après, on va lier le tout avec des liens, généralement en coudrier, en noisetier, torsadés, pour pouvoir assembler le radeau. Donc ça, on les a retrouvés. On en a retrouvé dans l'hôpital les charpentes de l'hôpital de la Grave. On va aussi en apercevoir, là, c'est à Saragosse, dans l'université de médecine. Et généralement, ils sont utilisés en jambes de force. Bref, ça, c'est des détails un petit peu techniques. Mais comme c'est des zones qui sont un petit peu fragilisées, forcément, ils vont être utilisés autrement. Donc là, c'est pareil, je vous l'ai remis. Mais surtout, donc ça, c'était un des premiers critères. Mais il faut savoir que un critère comme ça ne définit pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il a été vraiment utilisé comme radeau. Donc il faut assembler plusieurs critères, plusieurs déterminismes. On a beaucoup de chance en Haute-Garonne d'avoir donc à proximité les archives des eaux et forêts. Et dans les archives des eaux et forêts, on a les lettres de voiture. Et ça, on les a pas forcément partout. Donc on a beaucoup de chance. Les lettres de voiture, parce que comme nos bois venaient du Val d'Aran, ils devaient avoir 2 autorisations. Une autorisation par les Aranais, pour qu'ils puissent naviguer sur la Garonne aranaise, et une autorisation du coup française pour pouvoir qu'ils continuent leur route. Donc ces lettres de voiture, une caractéristique, c'est que dans leur marge, on va avoir l'empreinte du marteau du fustier, du marchand. Vous le voyez pas très bien, je ne sais pas si... Oui, non, là vous ne voyez pas, mais en marge, en gros, on va avoir par exemple un D sein d'un cœur, un A sein d'un losange, on va avoir plusieurs marteaux. Chaque marteau est dédié à un seul fustier. Il est enregistré au greffe, donc vraiment on peut le reconnaître, on sait à qui c'est. Pourquoi ces lettres de voiture? C'est que quand il y avait des contrôles, il y a beaucoup de trafic. Donc, généralement, là on a le nombre exact de roules, on va avoir le nombre exact de bois qui est transporté, pourquoi, pour qui. Si évidemment ils s'arrêtent en cours de route, ils chargent des bois qui ne sont pas déclarés, c'était classique. Donc ils vont être arrêtés fréquemment, on va devoir vérifier, donc ils présentent cette lettre, on vérifie leur chargement. Et normalement, tous les bois qui sont chargés légalement, ils sont marqués.
Et ça, en fait, on va pouvoir le retrouver sur les bois flottés. Donc ça, c'était quand même une chance, mais comme vous voyez ici, on va avoir plusieurs marques, ici, de ces marteaux, en fait, fustiers, des fustiers qu'on va retrouver sur ces bois, dans les charpentes. Donc ça, c'était pour la partie, donc vous l'avez compris, l'enjeu de notre travail, c'est de travailler sur le fleuve et du coup sur ses liens avec le territoire. Donc en parallèle des travaux qu'a mené Annie dans le cadre de sa thèse, donc moi je vous ai dit, j'ai travaillé sur un territoire qui est relativement similaire. Hein, donc alors moi c'était plutôt, je vous ai dit, les Pyrénées centrales, les Pyrénées garonnaises, on va dire, le couloir garonnais au sens large, de Saint-Béat à Saint-Gaudens, on va dire plutôt les trois espaces, c'est-à-dire la plaine des Frontignes, le bassin de Saint-Bertrand-de-Comminges et la plaine de Rivière, et puis quelques espaces un peu aux alentours sur des dynamiques, donc je vous ai dit des dynamiques de peuplement sur la longue durée. Alors, l'intérêt de ces recherches-là, elles sont évidemment de manière extrêmement large, c'est un type de thèse qui se fait sur d'autres régions. La particularité ici, c'est que on avait la chance du coup d'avoir un travail en même temps sur le fleuve, sachant que les archéologues sédimentaires en général n'aiment pas trop l'eau, et moi le premier. Du coup, on a tendance un peu à regarder le fleuve, mais à jamais trop s'en approcher. Ce qui a été le cas. Alors, c'est une raison. Enfin, il y a une explication aussi à ça, c'est que ce sont des techniques, hein, comme vous avez commencé à pouvoir le sentir. C'est des techniques archéologiques qui sont un petit peu différentes finalement de celles qu'on va utiliser en archéologie plus classique. Mais du coup là, le grand intérêt c'était de pouvoir effectivement joindre ces deux approches avec une particularité, c'est d'essayer de comprendre, et ça c'est global sur les recherches en dynamique de peuplement, c'est d'essayer de comprendre, donc je vous ai dit, le lien entre l'aménagement du territoire, la mise en valeur de ce territoire par les sociétés au cours du temps, et puis évidemment le corollaire à tout ça, c'est-à-dire les modalités d'implantation du peuplement et de structuration du territoire sur un temps un petit peu plus long. Alors en termes de chronologie, Annie nous a présenté, en gros, pour des questions de source, le travail qu'elle a réalisé concerne essentiellement plutôt l'époque moderne et l'époque contemporaine. Finalement, moi, mon thème de recherche, ça venait joindre juste raccord avec cette période-là, c'est-à-dire de travailler plutôt sur la proto-histoire, l'Antiquité et la période médiévale. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le lien. Donc, vous voyez sur la diapo, il y a quelques thématiques. Alors, c'est certaines de ces thématiques-là qui, elles, sont liées au fleuve. C'est-à-dire à appréhender, du coup, l'influence de la Garonne dans les dynamiques de peuplement, et évaluer donc ce que j'appelle le ratio risque-bénéfice dans le couple fleuve-habitat, c'est-à-dire, ça fait un peu savant, hein. L'idée c'est de savoir est-ce que quand on s'implante, on a peur du fleuve ou pas, ou est-ce qu'on s'approche du fleuve parce qu'on a un intérêt quelconque, un intérêt économique, un intérêt fiscal, ou tout autre type d'intérêt. Et puis donc étudier les phénomènes d'abandon ou de résilience de cet habitat sur la longue durée et éventuellement donc son lien avec des changements dus au fleuve. Oui, je veux changer. Alors du coup, je fais un petit point rapide en termes de méthodes. Les méthodes des archéologues sédimentaires sont sensiblement les mêmes, au moins sur le point de vue des sources. Alors les sources, elles sont les mêmes, donc il y a évidemment tout un travail de recherche en archives. Le problème étant que dans les Pyrénées centrales, et surtout pour la période, je vous ai dit, qui concerne le Moyen-Âge et les périodes antérieures, pour les Pyrénées centrales, on n'a pas de sources, pour faire simple. Sur la zone en question, avant le XIVe siècle, on dispose de 3 textes à peu près, toute période confondue, donc autant vous dire qu'on ne va pas aller chercher d'informations de ce côté-là. Il y a évidemment ce qu'on appelle la documentation cartographique, alors c'est des documentations récentes, mais qui vont nous permettre d'essayer d'appréhender le territoire et de repérer notamment des sites. Alors là, il y a une diapo avec une photo aérienne. Il y a aussi ce qu'on appelle les relevés LIDAR. Vous savez que sur le site de l'IGN, c'est un radar aéroporté qui permet d'avoir ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire avoir les micro-reliefs. Alors, en plaine, c'est intéressant, plus ou moins. C'est surtout intéressant sur ce qui caractérise en partie notre territoire, c'est-à-dire le domaine de la forêt, où là, effectivement, le travail en cartographie est beaucoup plus complexe, vu que sur la cartographie aérienne, quand vous regardez les collines en dehors des plaines, vous voyez des arbres. Mais effectivement, donc, ce travail de cartographie est intéressant à partir de ces données-là. Il est relativement limité, notamment parce que, contrairement à ce qu'on peut faire dans d'autres régions, notamment dans la moyenne vallée de la Garonne,
Nous, on est dans un territoire où il y a une agriculture relativement limitée. On a aussi beaucoup de parcelles qui sont des parcelles de prairies. Or, tout ce que vous connaissez un peu en archéologie, c'est-à-dire le site archéologique qui sort avec un écart dans les plantations de maïs ou dans les plantations de blé, ça marche beaucoup moins sur de l'herbe. Voire ça marche pas du tout, en gros. Donc ce travail-là est effectivement aussi limité. Ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas, mais on va dire que d'une certaine manière, c'est moins facile. Donc finalement, on est obligé de s'en remettre à des prospections de terrain, qui, par conséquent, vu le territoire donné, vous doutez bien que c'est un parcours de terrain à pied, donc déjà il faut sélectionner évidemment certains endroits, et puis c'est forcément à la fois limité en termes de surface, et puis soumis à des choix. Donc ça c'est la première méthode, donc effectivement aller travailler sur les berges, là on parle que des berges, des berges, de la plaine alluviale au sens large, essayer d'aller repérer des occupations anthropiques qui sont du coup en lien, et c'est ça tout l'intérêt du travail d'Anne-Lynne, c'est de mettre en lien les aménagements ou l'histoire de la rivière aménagée finalement avec les occupations humaines, soit directement liées, c'est-à-dire qui font vraiment sur les berges même de ces aménagements-là, voire éventuellement, parce qu'il y a certains de ces aménagements qu'on arrive à repérer en archéologie dans le fleuve, qui aujourd'hui peuvent nous paraître un petit peu exotiques au regard de l'implantation et de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut avoir des emplacements de bacs qui correspondent plus vraiment à des rues ou à des routes qui sont encore fréquentées. Alors, quand on regarde sur les cartes un petit peu plus anciennes, on se rend compte qu'il y a des chemins du 19e qui correspondent à ces zones-là. On peut avoir aussi d'autres types d'aménagements qui sont aujourd'hui dans des espaces qui, en tout cas, ne présentent pas d'habitat spécifiquement à proximité. Donc ça c'est la méthode un petit peu classique. Et puis après, quand on arrive à repérer certains sites, il y a des méthodes un petit peu plus précises. Alors comme vous voyez là, l'espèce de brouette à roue que je suis en train de pousser, c'est ce qu'on appelle donc de la prospection géophysique, c'est essayer d'aller repérer par un radar, là pour le coup directement sur le sol, qui va rentrer entre 50 et 80 dans le sol pour essayer d'aller voir si on repère des murs, si on repère des structures, bref. Essayer d'identifier des sites archéologiques par ce biais-là. Et la dernière étape étant, de toute façon, pour dater et pour caractériser correctement un site archéologique, après il faut passer par la phase de sondage ou fouille archéologique, ce qui implique évidemment là d'être sur un stade un petit peu plus avancé. Mais en gros, voilà un petit peu le panel dont on dispose pour travailler sur ces questions-là. Alors maintenant, quels sont les enjeux un petit peu en dynamique d'occupation du sol et comment est-ce qu'on en vient finalement avec la problématique du fleuve? La première question qu'il faut se poser, c'est quand vous prenez une carte aujourd'hui, vous avez des villages actuels. Alors, juste une particularité de la zone dans laquelle on est, nous, les Pyrénées centrales ne sont pas un territoire de ce qu'on appelle d'habitat dispersé. Il y a deux grands modèles de type d'habitat, je taille à la louche, hein, mais en France, il y a deux grands modèles. Vous avez ce qu'on appelle le modèle d'habitat dispersé ou le modèle du MAS, qui ne concerne donc pas les Pyrénées, c'est-à-dire vous allez avoir des villages, et puis dans l'espace communal, vous allez avoir un nombre de hameaux extrêmement conséquent. En gros, vous allez avoir sur la population d'une commune entre 50 et 40%, voire moins seulement, qui résident dans ce qu'on appelle nous le village, et puis finalement plus de la moitié qui réside dans des hameaux, dans des fermes isolées ou dans des masses. En fait, on utilise le terme masse parce que c'est essentiellement quelque chose qui concerne plutôt, par exemple, le Quercy, le Tarn-et-Garonne, ce genre de zones-là qui sont effectivement dans le domaine du masse. Nous, en sens inverse, on est sur une zone d'habitat groupé. Si vous regardez, on n'a quasiment aucun hameau. Je ne parle pas des lotissements récents, mais vous prenez le cadastre napoléonien, ne serait-ce que celui du début du 19e, vous regardez, il n'y a quasiment aucune ferme isolée. Quelques cas, et encore les fermes isolées, elles vont être sur des secteurs de montagne ou de moyenne montagne. En plaine, vous avez votre village qui est quasiment groupé autour de l'église, autour éventuellement du château quand il existe. Mais en gros, on est sur des zones qui sont effectivement compactes en termes d'habitat. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque qu'il faut se poser, c'est de quand date cette organisation du territoire. C'est-à-dire depuis quand est-ce que les villages sont à l'endroit où il y a les villages? Parce qu'évidemment, c'est une question qu'on ne se pose pas vraiment. Mais et cette question-là, elle est assez intéressante parce qu'on a l'impression qu'on a une durée qui est assez longue, mais finalement, la cristallisation de l'habitat dans nos régions va dater, pour faire simple, du courant du Moyen-Âge et plutôt de seconde moitié du Moyen-Âge. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, ce n'est pas nécessairement cette cartographie-là qui prévaut.
Du coup, le travail de l'archéologue dans ce contexte de dynamique de peuplement, c'est d'aller chercher, effectivement, quelle est l'occupation du sol, ce qu'on appelle en archéologie, quelles sont les dynamiques de peuplement antérieures à cette cristallisation des villages actuels. Pour faire simple, le premier document qu'on connaît, enfin le premier document un peu général qu'on a sur les Pyrénées garonnaises, c'est ce qu'on appelle le Pouillet de Comminges, qui est de 1384-1388, qui est, pour faire simple, un inventaire des paroisses destiné à prélever l'impôt qu'on appelle la décime, qui n'est pas la dîme, hein, qui est un impôt pour le pape, pour faire la croisade. Et en gros, par ce document-là, vous avez un inventaire finalement des paroisses, donc par ricochet des villages. À la fin du XIVe, à l'exception de deux, trois exemples près, vous avez à peu près tous les villages connus aujourd'hui. Par contre, on sait, alors pas dans nos régions parce qu'on n'a pas de texte, mais on sait dans d'autres régions que vous prenez ce même inventaire au XIIe, vous avez 2 fois plus de paroisses. Alors après, qu'est-ce que ça traduit au niveau de l'occupation du sol? Ça, c'est toujours plus difficile à déterminer. Là, je vous ai parlé du Moyen-Âge, mais évidemment, vous savez aussi que l'implantation à la période romaine est sensiblement différente. Hein. Vous connaissez le phénomène des villas. Les villas ne sont pas toutes seules. Il y a ce qu'on appelle des agglomérations secondaires. Il y a des fermes qui ne sont pas nécessairement, et vous avez l'exemple de Valentine avec la villa de Valentine, qui ne sont pas sous les villages. L'exemple de Valentine, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse extrêmement intéressant. Vous avez la villa de Valentine, qui est donc à la sortie ou à l'entrée du village, selon comment on se présente, et le village de Valentine actuellement, qui d'ailleurs est une bastide, qui est fondée au XIIIe. Donc du coup, là, vous avez un exemple. Finalement, vous avez un site antique qui court, a priori, jusqu'au IVe, voire jusqu'au Ve, avec quelque chose qui se passe sur le haut Moyen-Âge, mais qui n'est pas forcément lié à de l'habitat. Et puis ensuite, finalement, vous perdez de l'habitat. Puis vous allez avoir un habitat qui s'installe finalement au XIIIe siècle. Alors, est-ce qu'il vient écraser autre chose? Est-ce qu'il s'installe sur rien? C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, tout l'enjeu, effectivement, c'est d'essayer de travailler sur cette évolution et ces dynamiques-là qui sont évidemment assez complexes à déterminer, surtout en l'absence de texte. La période encore antérieure étant encore plus complexe parce qu'avant la domination romaine, évidemment, on a des territoires, et ça j'insiste dessus, qui sont depuis très longtemps structurés avec des agglomérations, avec des fermes, avec des villages aussi, mais qui sont implantés de manière aussi différente et qui ne répondent pas nécessairement à, d'une part, aux injonctions de ce que va nécessiter le process économique antique, et encore moins de ce que va donner, à la fin de l'Antiquité, le long processus qui va nous amener, comme je vous l'ai dit, à la cristallisation de ces villages vers le milieu, vers la fin du Moyen-Âge. Alors maintenant, de quel point de départ on parle? Sur la carte que vous avez ici, elle n'est pas très visible, mais je pense qu'elle est assez significative. J'ai voulu illustrer quelque chose, c'est que si on s'en tient à la répartition, parce que notre objet là de la conférence, c'est le rapport au fleuve, si on s'en tient à la répartition, vous pouvez déjà remarquer que sur la zone considérée, vous avez des secteurs où les villages sont directement en bord de Garonne. C'est le cas du bassin de Saint-Bertrand, d'une certaine manière. C'est le cas de la moitié ouest de la plaine de Rivière. Puis vous avez des secteurs où les villages sont extrêmement éloignés, ou en tout cas ont l'air d'avoir été repoussés du fleuve. C'est le cas du bassin des Frontignes et le cas de la partie est de la plaine de Rivière. Alors, le débat aurait été plus simple si, dans les zones nord de plaine, on avait tous les villages collés, et dans les zones de montagne, on avait tous les villages repoussés. On dirait, dans les zones de montagne, c'est torrentiel, il y a des crues, on s'écarte du fleuve, et en plaine, on est sur un régime qui est beaucoup plus souple, donc on peut se rapprocher du fleuve. Bon, vous voyez sur la carte que visiblement, c'est pas le cas, ou en tout cas, c'est peut-être plus complexe que ça. Donc le postulat de départ, effectivement, c'est qu'on a une inégale répartition finalement des villages, actuels, s'entend, par rapport au fleuve. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun lien finalement entre l'implantation de ces villages et les dynamiques fluviales, ou l'intérêt, ou les risques que peuvent susciter le fleuve, ou est-ce que ça veut dire que ça répond à des logiques sur le temps long, parce que, toujours pareil, il faut faire attention, nous ce qu'on a ici actuellement, on a finalement une photographie à un instantané, mais on peut avoir des occupations qui ont pu disparaître, ou des secteurs qui peuvent aujourd'hui paraître vides et qui ne l'ont pas été sur des périodes plus anciennes. Il ne faut pas écraser non plus d'ailleurs les périodes anciennes, hein, parce que au sein de ces périodes anciennes, il y a aussi de l'évolution qui peut exister, parce que la période qu'on considère, pour nous, la période actuelle, ça fait 200, 300, 400 ans. Les périodes dont on parle là,
elle-même court sur plus de 2500 ans. Donc on peut aussi avoir un rapport au fleuve qui change au sein de ces mêmes périodes-là. Donc voilà un peu résumé l'enjeu et surtout le point de départ sur la zone mine considérée. Alors juste tu peux tourner. Donc alors là je me suis amusé avec, c'est pour montrer qu'on peut aussi se servir de cartes anciennes. Donc là j'ai collé, c'est des cartes déjà présentées un petit peu à Nîmes, c'est ce qu'on appelle les cartes de Matisse, qui sont en fait des cartes qui ont été créées à la demande du duc d'Antin. Donc c'est des cartes de 1716-1717. Qui ont été générés par le duc d'Antin pour cartographier ses possessions. Alors le duc d'Antin étant le marquis de Montespan, pour illustrer certaines de ses possessions sur des communes, sur des secteurs qu'il avait en Comminges. Et là, vous avez sous les yeux deux cartes qui sont particulièrement superbes parce qu'elles sont terminées. On possède de Matisse plusieurs cartes. Alors, il y a je fais un coup de pub. Il y a un article qui va sortir bientôt sur justement la cartographie de Matisse pour le Comminges. Au Presse universitaire de Rennes, où j'ai fait une compilation du coup de ces documents-là sur le Comminges, sachant que sur le Comminges, on n'a que quelques cartes finies, pour le reste, on n'a que des brouillons. Ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a que des villages de la zone. Alors là, vous avez en fait une cartographie de Villeneuve-de-Rivière, et l'autre, ça comprend Ausson et une partie de Borde et de Clarac, donc en plaine de rivière. Alors ces cartographies-là sont du début du XVIIIe, d'ailleurs elles servent, comme l'a dit aussi Anine, pour des questions d'éléments liés au fleuve, mais nous elles vont être intéressantes parce qu'elles vont permettre effectivement de voir, déjà c'est quasiment le document le plus ancien qu'on a, comment s'organisent les secteurs finalement de peuplement dans cette zone. Alors, ce que j'ai illustré là, c'est, vous vous souvenez, en plaine de rivière, on a la partie est qui est inoccupée vraisemblablement, et la partie ouest où il y a des villages. Alors ce que vous avez en rouge, c'est les villages actuels, et c'est les villages qui sont mentionnés, en fait, qui sont au moins mentionnés une fois, ou en tout cas dont on a des preuves archéologiques d'une présence dès le Moyen-Âge. Et puis j'ai mentionné en bleu, ça c'est grâce aux prospections, des occupations, soit des prospections, soit des sondages ou des fouilles qui ont été faites, notamment dans le cadre du tracé de l'autoroute en 1994, qui ont permis d'identifier des pôles de peuplement datant des alentours de l'an 1000. Et déjà, la première remarque, c'est que vous voyez que finalement, la zone située à l'est, qui est vide actuellement d'occupation, alors évidemment, je passe la ZAC qui s'est installée entre Villeneuve de Rivière et Saint-Gaudens, mais en termes d'habitat, ce sont des zones vides. Alors vous voyez déjà qu'au moins, vers le milieu du Moyen-Âge, on a déjà 3 grands points bleus qui s'installent, qui viennent finalement compléter ces occupations et qui se situent, elles, très franchement, en bordure du fleuve. Donc ça, c'est le premier point. À partir de ce constat-là, la question c'est de savoir quand est-ce que ces occupations disparaissent. Alors là, pour ce constat-là, on est une disparition qui, comme je vous l'ai dit, commence à se faire vers le milieu du Moyen-Âge, c'est-à-dire on va avoir des habitats qui disparaissent plutôt vers le XIIIe siècle, pour certains vers le XIVe siècle. Et ces habitats sont remplacés, et c'est les points jaunes que vous avez, sont déplacés finalement par donc ce qu'on appelle aujourd'hui le village de Villeneuve-de-Rivière, qui est une bastide, qui est fondée, la date n'est pas précise, mais vers le milieu du XIIIe. Et puis, en jaune, vous avez le village de Pont-Latte, qui est un village en fait moderne, qui est construit à l'époque moderne, parce que juste au-dessus, en bordure de la colline, en bordure du plateau, vous avez un point bleu encore. C'est pour ceux qui connaissent, en haut de Pont-Latte, vous avez une chapelle, la chapelle de Saint-Jean, avec une motte autour. La chapelle de Saint-Jean était l'ancien lieu, non pas du village, mais au moins le pôle de peuplement se situait dans ces alentours-là. Et dans le Pouillet de Comminges, la chapelle de Saint-Jean est mentionnée, et non pas le village de Pont-Latte. Donc c'est pour vous montrer qu'on a déjà, sur un premier tour d'horizon, on constate que dans cette zone-là, on a bien des occupations qui apparaissent. Dans le cadre des prospections, effectivement, on a aussi fait des prospections en labour pour essayer donc je vous ai dit, de repérer des occupations. Alors je ne sais pas si c'est très visible, mais vous avez toute une série de points qui apparaissent dans les 2 secteurs qui ont été prospectés, et qui montrent une chose, c'est qu'en fait, on a toute une série d'occupations dans ces secteurs qui apparaissent vides, donc actuellement de villages sur la carte, et des occupations qui datent dès l'époque du bronze final. C'est-à-dire que autour de moins 1000, moins 800, on a déjà en présence des occupations en bordure directe de la Garonne. Les occupations, on en a aussi sur le second âge du fer, donc c'est entre 400 et 0 de notre ère. Et puis on retrouve aussi toute une série d'occupations, c'est les points rouges, des occupations antiques,
Alors on va plutôt sur de la petite ferme ou du petit bâtiment, mais on a effectivement des secteurs qui sont clairement occupés à l'époque antique. Le point un peu bizarre, c'est que autant dans la plaine des Frontines, vous voyez qu'il y a encore des points bleus pour le Moyen-Âge où on a des occupations médiévales. Par contre, pour la zone de la plaine de Rivière, cet grand espace vide, on a effectivement là, dans ce secteur-là, une absence d'occupation du Moyen-Âge. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est peut-être lié à ce que va devenir la villa de Valentine, qui à un moment devient peut-être un petit monastère, et en fait on est dans un espace qui est exclu des occupations de l'habitat dû à l'appropriation en fait du monastère. Là où je voulais compléter, c'est pour ça qu'il y avait l'autre diapo juste après, c'est que effectivement dans cette zone, dans cette zone de la plaine des Frontines, comme je vous ai dans la plaine de Rivière, comme je vous ai dit avant, on a par contre effectivement sur l'autre rive, notamment à Villeneuve-de-Rivière, des occupations du Moyen-Âge qui apparaissent très clairement, au moins jusqu'au XIIIe siècle. Le deuxième point, c'est que, là où je veux en venir, c'est que si vous prenez la plaine de Rivière, c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, vous connaissez tous la plaine de Rivière, quand vous traversez la plaine, il y a deux grands axes, c'est les deux grandes routes, rive droite, rive gauche. Alors l'une qui atterrit directement à Montrégeau, et l'autre qui atterrit au rond-point du Super U, pour faire simple. Ces routes-là sont des routes tracées à l'époque moderne. Ce sont des routes royales qui ont été tracées. Alors, qui ont été tracées quand? C'est très intéressant. Qui ont été tracées après 1717. Pourquoi? Parce qu'elles n'apparaissent pas, notamment celles qu'il y a sur les cartes que vous avez là. Il n'y a pas la route royale sur la carte de 1717, 1716. Il n'y a pas la route royale rive gauche de la plaine de Rivière. Et ce qu'on remarque, et c'est valable aussi pour la rive droite de la plaine de Rivière, ce que j'ai tracé en noir, c'est en fait c'est le tracé d'une ancienne route, et sur la carte de Matisse, cette route-là est dénommée le chemin de Montrégeau à Toulouse. C'est-à-dire que c'est finalement la route principale qui traverse la plaine de Rivière. Elle se situe non pas au centre de la plaine, mais elle se situe ici, vous le voyez clairement, en bordure directe de la Garonne. Et j'ai collé sur cette zone-là des secteurs qu'on a prospectés, et vous voyez, il y a des petites étoiles comme sur la carte juste avant. En fait, ce sont toute une série de sites, à la fois de l'époque proto-historique, de l'époque antique et de l'époque du premier Moyen-Âge, qui sont clairement structurés autour de cette voie de communication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, contrairement à une image qu'on a aujourd'hui qui est distordue par rapport à l'emplacement des villages actuels, d'une part, et du réseau viaire, d'autre part, qui clairement évite la plaine, les bords de la Garonne, aujourd'hui, si vous passez en plaine de Rivière, à moins que vous vouliez aller de Huos à Pointis, vous ne longez jamais la Garonne. En fait. Or, encore à cette période-là, donc même encore au XVIIe siècle, vraisemblablement, au moins le réseau routier, visiblement, a l'air d'être structuré par la volonté d'être proche de la zone fluviale. Alors on peut juste mettre la dernière, je ne sais pas si j'en ai une dernière ou pas, non, il n'y a pas dernière. Donc l'idée de ce travail-là, je vous ai dit, c'est, alors évidemment là on est au début de cette recherche-là, mais qu'est-ce qu'on peut en conclure pour une sorte de bilan d'étape? C'est que vraisemblablement, la peur du fleuve, en tout cas l'écart du fleuve qui peut ressortir de ce qu'on connaît de l'habitat actuel, déjà il n'a pas été là de tout temps. Deuxièmement, il n'est pas forcément ou pas nécessairement en lien avec des questions de régime du fleuve, c'est ce que je vous ai dit un petit peu avant, vu qu'on le retrouve à la fois dans les secteurs de plaine et puis dans des secteurs peut-être un petit peu plus torrentiels en amont, notamment de Saint-Bertrand. Et surtout, on a effectivement une occupation qui n'a pas l'air de craindre, en tout cas sur les périodes proto-historiques antiques et du début du Moyen-Âge, ce fleuve. Alors après, la question qu'on peut se poser quand même, c'est pourquoi est-ce que vraisemblablement l'abandon de ces secteurs-là se fait à une période concomitante dans les deux zones qui ont été prospectées, c'est-à-dire vers le milieu, vers la fin du Moyen-Âge. La question est pourquoi? Pourquoi est-ce que, si vous voulez, si on était dans un terme statistique pur, on devrait avoir plutôt des villages ou des occupations partout autour de la Garonne, comme on a pu le constater sur les périodes anciennes, et puis des disparitions de certaines occupations au Moyen-Âge, mais pas forcément dans des endroits où il y a toute une zone qui est désertée. Or là, effectivement, c'est un constat qu'on fait. Alors maintenant, ce qu'il faut essayer de travailler, et c'est pour ça qu'on travaille, l'idée c'était d'augmenter un petit peu le cadre de ces recherches, en passant par les données de géomorphologie, en faisant appel à nos collègues géographes,
et surtout en essayant de faire un travail avec, c'est pour ça que j'ai rejoint aussi, qu'on s'est rejoint avec Anne-Lyne, c'est-à-dire d'essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans le fleuve pour essayer d'éclairer les dynamiques finalement qui ont été constatées au niveau du peuplement. Et c'est pour ça qu'on a enchaîné du coup et qu'on s'est retrouvé sur le territoire. Ok. Alors effectivement, donc depuis 2021 et là ça sera prolongé jusqu'à 2026, on a mis en place donc un projet, ce programme, mais normalement c'est le projet collectif de recherche qui se nomme Origine. Donc je vous laisse lire voilà la définition de l'acronyme parce qu'on a trouvé évidemment l'acronyme avant le titre. Et puis en fait donc ça rejoint, on est 40 chercheurs à peu près, toutes disciplines confondues, donc c'est vraiment une recherche interdisciplinaire comme on l'appelle, donc bien sûr des archéologues spécialisés dans le fleuve mais aussi de la plaine du fond de vallée, des historiens bien sûr qui, nous même si on traite des documents textuels, ben, on n'est pas historiens, donc les historiens sont quand même beaucoup plus efficaces que nous, des écologues, des géographes, des géomorphologues, donc c'est eux qui vont nous aider à faire le lien entre les nouveaux tracés, les différentes dynamiques fluviales et nos sites archéologiques, donc c'est essayer d'avoir les chronologies qui correspondent, les dendrochronologues dont on a parlé tout à l'heure pour pouvoir dater ces sites fluviaux et pouvoir les rattacher à nouveau à ces tracés qui ont fluctué et donc à ces dynamiques d'occupation. Vous voyez, tout est lié. Donc pour pouvoir mener toute cette recherche à bien et pour pouvoir la présenter en 2026, il fallait qu'on se regroupe. Donc là, voilà, on a des chercheurs qui viennent un peu partout de France, mais aussi beaucoup de Toulouse, du coup, de la région, pour travailler sur ce secteur-là. Donc là, on a agrandi vraiment notre cadre de recherche. On prend vraiment le bassin versant amont de la Garonne, avec ses affluents. Donc on a exclu l'Arise et l'Ariège, parce qu'il y a aussi d'autres programmes de recherche dessus. C'est d'autres hydrosystèmes, c'est d'autres vallées. Donc déjà, c'était pas mal de prendre la Garonne, la Neste d'Or et ses affluents, la Pique, le Gers, le Job, c'était déjà très bien. Voilà. On s'est dit, on va pas être trop ambitieux, c'est très bien. Et on a défini, donc là il y a 5 fenêtres cibles pour pouvoir effectivement essayer de travailler vraiment tous ensemble sur ces fenêtres-là. Donc comme vous pouvez le constater, c'est des zones stratégiques au niveau de la rivière. On va avoir des zones de confluence essentiellement. Donc là on a la confluence avec la Pique, on parlait de Chaume et Sténos, donc c'est vraiment des zones où on va concentrer certaines activités et certaines exploitations aussi de la rivière. Donc des zones de franchissement, des zones portuaires, etc. Des plateformes, on va dire. On va avoir bien sûr la zone de Montrégeau, puisqu'il y a la Neste arrivait, donc c'était aussi un point portuaire important pour les radeaux. On va avoir la confluence avec le Gers. Là aussi, il y a eu, non, ne présente pas là, on a eu dernièrement avec les différentes érosions, avec les différentes inondations, donc des sites archéologiques qui sont sortis. Et là, on va avoir bien sûr la zone entre Palamini et Caser, enfin Boussins et Caser, puisque c'est la cluse de Boussins, donc géomorphologiquement, c'est la partie qui va se resserrer. Et c'est là où on va avoir une rupture de charge au niveau de la navigation. Parce que jusqu'à Caser, on pouvait naviguer en radeau, et après, les bateaux peuvent descendre la Garonne. Donc la question, c'est quel est le lien? Évidemment, il y a un lien géographique, géomorphologique, mais nous, c'était important de travailler sur cette zone-là de fracture. Donc pour revenir un petit peu au sujet de ce festival, alors quelles sont les conséquences sur notre patrimoine archéologique de ce réchauffement climatique, de ce changement climatique? Donc vous voyez à gauche une photo qui a été prise tout innocemment en 2016, à côté du camping de Palamini, donc qui est en rive droite. Donc là on voit l'amont. Donc voilà, 2016, tout se passe bien. 2019, on a la grosse crue de décembre 2019 qui vient éroder toute la rive droite de cette zone-là et qui met au jour un site archéologique complètement inconnu à ce jour. Voilà. Donc vous le voyez là, il n'y a qu'un groupement de pieux. Il faut savoir que les mires que vous voyez ici, là, la perpendiculaire, donc ce sont des échelles, elles font 1 mètre. Donc les plus grands faisaient 3 mètres, voilà, visibles. Donc sachant qu'ils sont quand même bien implantés en dessous. Et on n'a pas pu les déloger. On voulait les déloger pour justement étudier la façon dont ils ont été implantés dans le sol de la rivière. Parce que des fois, on peut utiliser des moutons, donc des engins en fait, différents engins. On va retrouver les traces. C'est ce qu'ils ont préforé ou pas, etc. Donc ça, c'est tous des indices qu'on pourrait recueillir en essayant d'extraire le pieu dans son entièreté. Mais ça n'a pas été le cas. Ils sont trop solidement ancrés, donc échec. Et 2021, donc là c'est pareil, donc on en a discuté avec les riverains, donc c'est Margali qui est à côté, qui est à Caser, qui a fait un tour, une surveillance, et ça c'est pour ça on travaille beaucoup avec vous en fait, parce que vous êtes le plus proche de la Garonne, donc finalement vous en êtes les gardiens,
Vous êtes ceux qui voyaient la Garonne aussi évoluer tous les jours. Et en fait, vous voyez que ce site-là a été encore plus érodé, donc il y a de plus en plus de groupements de pieux qui sortent. Alors, pour tout vous dire, on reprend la carte, on est dans la même zone, à Palamini. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un bac, donc une zone de franchissement à cet endroit-là, avec aussi un chemin qui y mène. Et juste en face, on ne voit pas sur la photo, mais il y a le château de Palamini. Donc là, on est sur une zone qui, à un moment, a été franchie. C'était une zone qui était passée, donc c'était probablement qu'on avait un bac, mais on avait probablement aussi d'autres moyens de franchissement qui auraient pu être, ça aurait pu être un pont. Alors je ne vais pas l'avancer, hein, c'est juste une hypothèse, mais on sait déjà avec les chroniques de Froissart qu'au XIVe siècle, il y a un pont qui a été emporté, il voulait traverser la rivière, et il s'est rendu compte que à ce moment-là, le pont venait d'être emporté, donc il a dû faire demi-tour. Donc on sait qu'il y avait un point de franchissement à Palamini, on ne sait pas exactement où, mais dans cette zone-ci, on a plusieurs sites comme ça, traversant. Donc on a vraiment une zone de franchissement. Donc ça, en fait, c'est des zones qui vont être soumises, donc c'est pour ça que c'est des zones cibles de surveillance. On a mis en place un protocole pour essayer de suivre leur état sanitaire. Parce que là, on a fait quelques prélèvements d'ordre chronologique, donc on a dû les scier pour pouvoir essayer de les dater. Et du coup, là, on les surveille pour voir un peu leur évolution. Si, parce que probablement, soit ils vont être affouillés, donc on va avoir les pieux qui vont partir progressivement. C'est possible, donc en aval, vous allez peut-être en retrouver. Des fois, ça surprend parce qu'ils sont très très grands. Ou alors, ça va être recouvert. Dynamique fluviale qui change, donc sédimentation qui va changer, donc apport sédimentaire, et donc les pieux vont disparaître aussi sous la sédimentation. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours un peu attentif, un peu à l'évolution du cours d'eau, parce qu'il peut nous apporter des beaux sites, comme des beaux sites. Pour nous, on était contents, hein, mais pour le camping, ils n'étaient pas très très contents, parce que ça importait une partie du camping. Ouais, chacun trouvait ses... Bon. On ne s'est pas trop réjoui quand même. Voilà, tout le monde ses intérêts. Donc dans cette zone-ci, dans le cadre de ma thèse, j'ai un peu réuni tout ce qu'on avait. Comme vous avez vu, on a fait pas mal de prospection, pas mal d'études cartographiques, textuelles, etc. Donc on a pris cette zone-ci. Là, on a une photo aérienne, donc en noir et blanc. Donc vous avez en bleu foncé le tracé actuel de la Garonne. Et en bleu clair, j'ai représenté les anciens bras de la Garonne que vous avez vus sur la carte précédente. Avec, j'ai essayé de faire une chronologie aussi relative, donc cette succession de bras, les uns par rapport aux autres. Les petits triangles rouges sont les sites qui ont été prospectés et qui ont été inventoriés, donc les sites soit de franchissement, soit les digues, les barrages, etc., qui ont été prospectés dans la région. Je me suis appuyée également, donc là vous voyez, il y a une dynamique fluviale qui change complètement. À partir du 19e, on va, et ça c'est classique sur tout le territoire national, on va essayer de rendre les rivières et les fleuves les plus rectilignes possibles pour pouvoir naviguer beaucoup plus, enfin beaucoup mieux, on va dire, faciliter la navigation. Évidemment, moins on a de coudes à passer en bateau, plus c'est simple. Mais du coup, ça a une influence sur l'environnement. Donc on va vraiment réaménager les fleuves. Il y a une étude qui a été menée en 2010, c'est même pas une étude, c'est une thèse d'un géographe qui s'est appuyé sur les données textuelles de tous les phénomènes hydroclimatiques dits extrêmes qu'il va retrouver dans les archives. Et en fait, il a fait un graphique, il s'est rendu compte qu'au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on avait dans les sources une mention assez importante d'événements climatiques extrêmes. Donc attention, il faut prendre ça avec des pincettes. Hein, il peut y avoir des grosses crues, il peut y avoir des gros débordements. Donc évidemment, on va l'écrire, parce qu'on va devoir se confier, on va devoir l'écrire et on va devoir témoigner. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'à des époques antérieures, puisqu'on n'a pas les sources, on n'ait pas eu aussi ces événements-là. Mais on constate en tout cas que ça ressort beaucoup pour le XVIIIe et le XIXe siècle. Ces deux périodes-là, en archéologie fluviale, enfin en tout cas pour notre zone-ci, ça correspond aussi, alors attention à voir aussi, faut faire les liens progressivement, ça correspond aussi à deux phases d'aménagement importantes de la Garonne. Au XVIIIe, pour le flottage, pour pouvoir ramener le bois de chauffe ou le bois de construction à Toulouse, mais aussi le bois de mâture aux arsenaux, dans les arsenaux royaux. Donc on allait chercher les sapins des Pyrénées pour les ramener à Bayonne, pour les ramener sur le Ponant, à La Rochelle, à Rochefort, voilà. Ou voire en Méditerranée, bien sûr, via le canal du Languedoc. Et au 19e, c'est la période où on va avoir les premières usines, les premiers moulins hydrauliques assez importants, les grosses usines qui vont venir aussi restructurer le fleuve. Donc on a deux périodes où on va réaménager le fleuve. Donc peut-être que c'est deux périodes aussi qui ont cet réaménagement du fleuve et aussi cette déforestation, puisque si on parle de flottage et
d'approvisionnement en bois, forcément on va déforester. Est-ce que ça a un impact ou pas sur le régime de la Garonne? Probablement. Dans quelle mesure? Etc. C'est toutes les questions qu'on essaie de se poser, qu'on se pose dans le cadre du PCR et dont on essaie de trouver quelques réponses.